Bonjour à tous, je me présente Sébastien Astier, donc je suis conseiller environnement à la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Ain. Et aujourd'hui, on va animer ce webinaire avec Monsieur Jean-Baptiste Thébault du bureau d'études Interface Transport. On organise ces webinaires tout au long de l'année sur différentes thématiques qui touchent à la transition écologique dans le cadre de partenariats que la Chambre de métier régionale a avec l'ADEME. Avant de donner la parole à Jean-Baptiste pour son animation, les petites règles pour le webinaire. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure. Pour l'instant, vos micros et vos caméras sont coupés. C'est juste pour un souci de fluidité. C'est pas du tout pour vous empêcher de parler. Quoi qu'il en soit, pendant toute la présentation, vous pouvez poser vos questions dans les onglets qui se trouvent en bas à droite de votre écran, questions ou chat. Et bien sûr, on y répondra soit au fur et à mesure de la présentation, soit à la fin, on prendra un temps d'échange assez conséquent pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions, pour que vous partiez pas de ce webinaire en ayant de grosses interrogations. Voilà. Donc Jean-Baptiste va nous présenter le sommaire. Moi, je reprendrai la parole à la fin pour aussi vous présenter les accompagnements des chambres de métier dans le cadre du changement éventuel de véhicule ou d'aide à la mobilité, voire la transition écologique en général. Je te laisse la parole, Jean-Baptiste. Bien sûr, merci Sébastien. Bonjour à tous, ravi d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet des utilitaires électriques. Le déroulé de la séance, donc je vais vous parler pendant 3 petits quarts d'heure, je pense, pour qu'on ait du temps pour échanger à la fin. J'ai prévu de vous faire une présentation rapide de ce dont on parle, de ce qu'est le véhicule électrique, par confrontation à un véhicule thermique par ailleurs, pour ne pas dire diesel en l'occurrence. Quelques éléments aussi, des ordres de grandeur sur un certain nombre de choses, autonomie, capacité des batteries, pour aussi situer les choses, les temps de recharge, des éléments de ce genre-là. Ensuite, et peut-être au cœur du sujet, et je suppose si vous êtes connecté que vous avez au moins un intérêt ou une curiosité sur le véhicule électrique. C'est un monde nouveau par rapport au diesel, bien évidemment, et on ne passe pas à l'électrique comme ça de but en blanc dans les mêmes conditions que le diesel. Et il faut avant cela se poser un certain nombre de questions. J'ai essayé d'en inventorier un certain nombre que je vais vous exposer avec à chaque fois la manière d'y répondre ou plus exactement la manière dont les réponses peuvent faire pencher la balance ou pas vers ce véhicule électrique. Donc j'y reviens tout à l'heure. Je vais vous faire un point marché, évidemment, pour savoir ce qui existe sur ces utilitaires-là et ce à quoi vous avez accès. Nous faisons le lien, c'est le 4e point, entre la thématique du véhicule électrique et le sujet dont on entend beaucoup parler des ZFE. Donc, on point à date sur ce qui existe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, à la fin, je dirai aussi un mot des aides, car il en existe, pour acquérir ce type de véhicule. La première partie, donc les éléments de pédagogie ou de définition d'ordre de grandeur sur l'électrique par comparaison au thermique en particulier. Là, voici cette diapositive qui nous repose quelques éléments sur ce qu'est le véhicule électrique. Ça peut pas faire de mal d'y revenir un peu. Donc on parle là d'un véhicule, d'ailleurs c'est aussi vrai pour un utilitaire que pour n'importe quel type de véhicule, mais un véhicule, un utilitaire qui est propulsé par un moteur électrique. Et le moteur électrique est alimenté par une source d'énergie qui est de la batterie, donc l'électricité est embarquée dans des batteries. Il y a des variantes à ça. L'une d'entre elles, si je commande dans le désordre, c'est d'embarquer l'énergie non pas dans des batteries, mais dans un réservoir à hydrogène et de convertir l'hydrogène en électricité via une pile à combustible. Ce véhicule-là, hydrogène, en réalité, la propulsion est toujours électrique. On peut le faire rentrer dans la vaste famille des véhicules électriques et variante toujours. On peut également rouler à l'électricité avec des véhicules hybrides rechargeables qui, pour le coup, embarquent un bloc thermique, essence ou diesel, mais une batterie et un moteur électrique qui permettent également de rouler en 100% électrique. Donc ça fait bien partie de la galaxie des véhicules électriques. Je mets en dessous une petite partie sur l'état du marché. Ça n'aura échappé à personne depuis quelques années. Le marché du véhicule électrique, c'est
particulièrement vrai en voiture, c'est de plus en plus vrai sur les utilitaires, se développe très très vite. Le fait est que les réglementations nationales, locales, européennes aussi, poussent beaucoup les constructeurs vers cette énergie-là. Il y a une incitation très forte, y compris à travers la menace de pénalités financières, qui emmène les constructeurs à développer et à chercher à vendre ces véhicules électriques-là. Donc, de fait, on a des modèles qui apparaissent et je voulais annoncer dans le sommaire. Je vous ferai un petit point sur l'état du marché. Plus récent, puisque le développement des véhicules électriques s'est heurté beaucoup, et continue à se heurter, hein, soyons clairs, aux problématiques de la recharge. On voit apparaître des stratégies constructeurs désormais qui couplent la vente ou la location du véhicule électrique avec la mise à disposition ou le financement de la borne de recharge qui va avec. Voilà, l'idée derrière est de proposer une solution clé en main à l'acheteur ou au loueur, au preneur en tous les cas, pour que il puisse utiliser son véhicule électrique sans avoir des difficultés pour la mise en place de sa solution de recharge. Je bascule sur les conditions d'utilisation à droite, quelques éléments. Alors, le temps de recharge, évidemment, je suppose que vous avez en tête qu'il y a un sujet là-dessus. Il existe, et j'y reviens derrière un peu plus loin, différentes puissances de bornes de recharge qui vont dicter le temps de recharge du véhicule. Donc, c'est pas nécessairement bloquant pour l'utilisation du véhicule électrique, mais en tout cas, c'est un paramètre à avoir en tête de manière très claire. Notre deuxième sujet, l'infrastructure et la borne de recharge électrique dont je viens de parler à l'instant avec les constructeurs qui amènent des solutions pour y répondre. Autonomie, évidemment. Alors là, je parle de l'électrique pure sur batterie. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, le marché évolue, mais il est clair que dans la gamme des différents utilitaires, les autonomies en élec ne sont pas celles d'un véhicule thermique, d'un véhicule diesel. Et donc, là encore, c'est un sujet, et j'y reviens dans les questions à se poser, auxquelles il faut être attentif. Le dernier point dans cette section en haut à droite sur le coût de l'énergie, l'électricité a beaucoup évolué en termes de coût du kilowattheure. Aujourd'hui, je suis prêt à faire le pari que parmi les gens qui sont connectés, vous payez tous vos électricités à des tarifs différents, au moins une partie d'entre vous. Donc, il n'est pas évident de plaquer un chiffre là-dessus. Bon, j'ai quand même fait l'exercice. Je vous propose une valeur à 6 euros que je recompose avec un prix de l'électricité moyen que j'ai pris là, sur novembre 2023 et une conso moyenne d'un utilitaire intermédiaire. 6 euros pour 100 km, même avec un prix de l'élec actuel, on reste plus faible que ce qu'on a en diesel. On est en revanche plus fort que ce qu'on avait il y a de cela quelques mois en arrière, il y a un an en arrière, où les prix de l'électricité étaient encore contenus et où il y avait un effet vraiment significatif sur le coût de l'énergie qui pouvait aller dans certains cas jusqu'à permettre de rattraper le surcoût du véhicule avec un coût faible de l'énergie. Ça, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Il y a encore un intérêt sensible, mais moins marqué. Avantages et inconvénients, je suis en bas de ma diapositive. Avantages, les véhicules électriques, je reviens à la classification CQA par la suite, mais ils ont la vignette critère verte. Les véhicules électriques peuvent rouler partout. C'est assez évident dit comme ça, mais je le rappelle quand même. Avantage toujours, c'est des véhicules dont la techno est plutôt plus simple que celle d'un véhicule diesel, dont on attend donc des coûts de maintenance plus contenus, une usure moindre, pas de vidange, des éléments comme ça. Ça se vérifie plus ou moins en pratique dans les tarifs pratiqués par les garages qui prennent ces véhicules en maintenance, mais la tendance est quand même bien celle-ci. Avantage toujours et de manière évidente lorsque le véhicule roule, lorsque vous passez à côté dans la rue, il ne pollue pas, il n'y a pas d'échappement véhicule, donc pas de pollution locale, pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais je redis bien que c'est quand vous passez à côté de lui dans la rue, parce que j'anticipe des questions sur le fait qu'il y a des pollutions qui sont délocalisées, c'est vrai et c'est marqué à droite dans les inconvénients. Dernier point, en bas à gauche, il existe des aides sur l'achat de ces véhicules, il existe des aides sur l'installation des bornes. Ce ne sont pas des aides qui vous permettent de ramener le véhicule électrique au prix de son équivalent diesel, mais ça a le mérite d'alléger la facture.
Si je bascule sur les inconvénients, l'autonomie, j'en ai dit un mot là-haut dans la section sur les conditions d'utilisation. On n'est pas au niveau des diesels, donc c'est un sujet auquel il faut être attentif. Émissions lors de la production du véhicule, lors de la production de la batterie, et même je peux rajouter lors du retraitement de l'un comme de l'autre, et en particulier de la batterie. Quand j'ai dit que le véhicule ne polluait pas lorsqu'il roule, enfin je maintiens le discours, il n'en reste pas moins qu'on a pollué et on a sollicité des matières premières, y compris rares, au moment de fabriquer le véhicule, au moment de fabriquer sa batterie. Les filières industrielles de retraitement des batteries se mettent en place, elles ne sont pas encore toutes à maturité. Donc, il ne faut pas imaginer que le véhicule électrique, c'est une baguette magique environnementale. Il y a de véritables avantages environnementaux, mais ce n'est pas zéro, ce n'est pas magique, le véhicule électrique. Les impacts ne sont pas les mêmes. Et alors, dernier point, mais ça c'est pareil, ça fait partie des questions sur lesquelles je reviendrai derrière, la charge du véhicule électrique, le cas idéal, c'est de pouvoir le charger sur des périodes longues, plutôt la nuit, parce qu'on fait quand même l'hypothèse qu'en journée, si vous avez un véhicule, c'est pour vous en servir. Or, pour charger la nuit, eh bien, il faut de la place, il faut être chez soi, il faut avoir la possibilité de mettre en place la borne. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je pense par exemple aux gens qui vivent en habitat collectif et qui n'ont pas forcément ces possibilités-là. Donc là encore, je l'ai mis au rang des questions à se poser et des facteurs qui peuvent perturber la mise en place de véhicules électriques. Jean-Baptiste, j'ai une Oui. petite question. Une question de Monsieur Bertrand qui nous demande sur quelle base sont calculés les 6 euros de consommation pour 100 km. Alors j'avais pris, puisque j'ai fait le calcul il y a une semaine ou deux en préparant l'événement, et puis évidemment j'ai dû un peu oublier, mais j'ai pris le tarif bleu EDF, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai multiplié par la conso moyenne théorique d'un utilitaire que j'ai dû choisir dans la gamme intermédiaire, celle des trafics et des Jumpy, oui, pour prendre, ou expert, allez, pour faire le tour des trois Français en utilitaire. Merci. Avec plaisir. J'enchaîne avec cette diapo thermique électrique. J'en ai dit un mot sur la diapo précédente. Je fais écho ici à la perspective qui est annoncée à l'échelle européenne d'interdire la vente des véhicules thermiques à horizon 2030-2035. Véhicules thermiques, on parlerait de quoi dans ces cas-là? La réalité, c'est que le sujet n'est pas tout à fait défini encore. Enfin, un véhicule thermique, si on regarde la définition à strictement parler, c'est ce que j'écris ici, c'est un moteur à combustion, donc diesel ou essence, dans le désordre d'ailleurs, à combustion ou à allumage, non, dans l'ordre, et qui peut rouler avec un carburant qui est fossile ou qui n'est pas fossile. La question n'est pas là. Le moteur à combustion, simplement, il fait brûler un carburant pour produire de l'énergie. On verse là-dedans, bien évidemment, les véhicules diesel, les véhicules essence. Je rajoute aussi les véhicules à l'éthanol, par exemple. On voit de plus en plus des véhicules roulés à l'éthanol. Il en existe en utilitaire. Enfin, bon, pour l'instant, chez une marque, mais n'empêche, il en existe. Les véhicules au gaz naturel sont des véhicules thermiques. Les véhicules au GPL, qui pour le coup en utilitaire se voient pas beaucoup, mais en voiture, vous en trouverez, ce sont des véhicules thermiques. Et puis j'ai une curiosité, mais j'y reviens plus bas dans la diapo. Les véhicules électriques, il y a un peu moins de mystère là-dessus. Évidemment, ce sont les véhicules dont j'ai parlé précédemment. Est-ce qu'un véhicule thermique, je le mets dans mes trois questions, c'est un véhicule qui consomme l'énergie fossile? Non, confère ce que je viens de vous dire. Il y a des carburants qui sont plutôt vertueux d'un point de vue environnemental, au sens où ils ne sont pas issus du pétrole, au sens où leurs émissions de gaz à effet de serre sont moindres, voire très inférieures à celles du diesel ou de l'essence, et qui fonctionnent dans des moteurs thermiques. C'est le cas de l'éthanol dont j'ai parlé, c'est le cas du gaz naturel s'il est produit sous sa forme bio, le biogaz. Les véhicules hybrides, ma deuxième question dans ce match entre le thermique et l'électrique, sont difficiles à situer, sont d'autant plus difficiles à situer qu'au sein de la grande famille de ce qu'on appelle les véhicules hybrides, en réalité, il existe des tas de déclinaisons qui vont parfois même jusqu'à appeler un véhicule hybride où le conducteur n'a même pas
conscience qu'il y a un moteur électrique dans son véhicule. Dans le cas de ce qu'on appelle la micro-hybridation, c'est simplement un moteur électrique qui vient en appui du moteur thermique. Parfois, l'hybridation est plus sensible, c'est le cas des full hybrides où le moteur électrique peut rouler, peut faire rouler le véhicule en électrique pure sur une poignée de kilomètres. C'est le cas des hybrides rechargeables, encore plus, où là, réglementairement, d'ailleurs, pour avoir le droit à l'appellation hybride rechargeable, on peut faire 50 km en élec. Donc la famille des hybrides, la réalité, c'est que c'est plutôt quand même des véhicules thermiques, puisque le moteur thermique est là, mais avec une intervention électrique de plus ou moins importante. Et l'hydrogène là-dedans, je vous ai dit tout à l'heure que l'hydrogène, on pouvait le considérer comme étant un véhicule électrique, puisque l'hydrogène passe par une pile à combustible pour produire de l'électricité. La réalité technologique, c'est qu'il existe une autre manière d'utiliser l'hydrogène dans un véhicule, c'est de l'injecter dans un moteur à combustion, ce qui complexifie encore notre équation, qui n'est pas très développée, mais c'est un sujet qui pourra arriver dans les années à venir pour brouiller encore un peu plus les cartes. Bon, voilà pour les nuances et l'état de ce qu'est un véhicule thermique contre un véhicule électrique. Voici une diapo extrêmement chiffrée que je ne vais pas commenter dans le détail, bien évidemment, mais je voulais vous faire toucher du doigt quelques éléments sur la recharge et le temps de recharge des véhicules électriques. Il y a trois éléments, trois paramètres, je vous ai écrit, qui ont une influence sur le temps de recharge d'un véhicule électrique. Il y a bien évidemment la puissance de la borne, celle que j'écris en haut. Plus la borne est puissante, plus vous avez des chances, c'est pas obligatoire, mais n'empêche, plus vous avez des chances que la charge aille vite. L'exemple extrême, c'est les superchargeurs de chez Tesla qui développent des puissances très importantes et qui font le plein des Tesla quand vous avez la chance d'en avoir une en quelques minutes. Dans les autres éléments, je suis en bas à gauche, bien évidemment, la capacité de la batterie va dicter votre temps de recharge. C'est une évidence, mais si votre batterie est très importante, a une capacité très forte, il va vous falloir d'autant plus de temps pour la charger complètement. Et là, il y a une subtilité, j'arrive en bas à droite dans mon triangle, tous les véhicules, toutes les batteries ne supportent pas les mêmes puissances de borne en entrée. Et vous pouvez avoir, et c'est le sens de mon illustration en dessous, en réalité, dans mon tableau, si dense, vous pouvez avoir deux véhicules que vous branchez sur la même borne avec la même batterie restante. Il est complètement possible qu'un des deux véhicules charge plus vite que l'autre parce qu'il y en a un qui supporte des puissances plus importantes. Et ça, c'est un élément qu'il faut vérifier également lorsqu'on achète un véhicule électrique. En fonction de la manière dont vous allez le charger, le véhicule sera-t-il capable de supporter des temps de recharge très rapides, des puissances de charge très élevées ou pas? Et du coup, je suppose, Sébastien, que la présentation pourra circuler et que les gens y auront accès. Vous pourrez regarder les chiffres. Mais ce que je vous ai mis ici dans le tableau, alors en colonne, c'est trois utilitaires de trois gabarits différents que j'ai été pioché dans différentes marques, donc qui sont par ordre décroissant de gabarit. Le Crafter à gauche, le plus gros, et puis le Citan, qui est le petit fourgon de chez Mercedes. Et puis j'ai pris trois puissances de borne qui sont assez disparates. Celle qui est en haut, la 100 kW, c'est plutôt de la charge très rapide. Pas au niveau de ce que fait Tesla, mais enfin très rapide quand même. C'est des bornes qui sont pas si courantes que ça. La borne 22 est un bon intermédiaire. Et ce que j'appelle, je l'ai appelé prise, je l'ai pas appelé borne en l'occurrence. La prise 3,7 kW 16 ampères, c'est celle que vous avez chez vous. Et donc, le tableau nous indique, lorsque vous branchez le véhicule, combien de kilomètres d'autonomie vous récupérez si vous le branchez. Comme vous pouvez voir, 30 minutes. Admettons que vous ayez une demi-heure devant vous, entre midi et 2, et puis vous vous dites, je vais pouvoir brancher mon véhicule pour récupérer un peu d'énergie. 2 heures ou 10 heures. 10 heures, c'est le cas où vous branchez le soir en arrivant chez vous et vous repartez le lendemain matin. Beaucoup de choses et beaucoup de chiffres différents là-dedans. S'il fallait mettre un zoom sur quelques-uns de ces chiffres, je vous dirais que si vous branchez 10 heures, vous êtes sauvé quasiment, quoi qu'il arrive. Vous allez récupérer la totalité de la charge de votre batterie, y compris
sur la prise ou presque. Vous voyez que dans le cas du Jumpy et du Citan, on n'est pas tout à fait au max, mais pas loin quand même. Ce qui sauve le crafter sur le max, c'est que son autonomie est la plus faible des trois. Ce que ça nous dit aussi, et à contrario, c'est que si vous avez 30 minutes devant vous, ça ne sert pour ainsi dire à rien de vous brancher sur une prise électrique. Vous allez récupérer dans le meilleur des cas une grosse dizaine de kilomètres d'autonomie. Donc pour ce gabarit de temps-là, là, ce qui peut vraiment vous sauver la vie, pour le coup, c'est la borne de charge très rapide. C'est celle que j'ai chiffrée à 100 kW. Il existe d'autres gabarits, mais pour avoir quelque chose de significatif, il faut vraiment aller chercher des puissances élevées. Puissances élevées qu'on ne trouve pas partout, hein, loin de là, ça fait partie des sujets. D'où ma passerelle avec ce que je vais vous dire tout à l'heure, qui est, pour l'usage de ce type de véhicule, vraiment, l'idéal, à mon sens, c'est surtout de ne pas avoir besoin, ou alors le moins possible, de faire le plein dans la journée, en fait, d'avoir à recharger dans la journée. L'intermédiaire, c'est si vous avez 2 heures devant vous, beaucoup de temps, vous êtes sur un chantier qui va vous faire la demi-journée, et puis vous avez la chance de trouver une place. Là, vous allez récupérer, vous voyez, des kilomètres qui sont un peu significatifs, dans tous les cas d'ailleurs, et qui vont vous permettre probablement de finir la journée derrière. Mais il vous faut bien ces 2 heures-là. Un petit mot pour boucler sur cette diapo, pour préciser que je considère que vous avez 20% de charge au départ, parce que bien évidemment, la charge de 0% à 100%, c'est purement théorique. Si vous êtes à 0%, en fait, vous n'arrivez pas à la borne, hein, ça va sans dire. Voilà pour ces éléments-là. Je garde un œil sur le chat. A priori, tout se passe bien. Voici ma fameuse section sur les questions que vous avez tout intérêt à vous poser, que vous posez peut-être déjà en bonne partie d'ailleurs, au moment de choisir un véhicule électrique. Il y a plusieurs paramètres, et puis je décline ces paramètres dans la liste de questions derrière. Plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Bon, j'ai regroupé en 5 familles, puis je détaille derrière. Le premier, tout en haut, bien évidemment, de quoi avez-vous besoin? Bon, ça va sans dire. Si vous cherchez un grand fourgon, un L3H3, ou alors l'équivalent d'un Kangoo Maxi, la donne n'est pas tout à fait la même, et le marché répondra différemment à l'un et à l'autre. Le marché a une réponse dans les deux cas, mais c'est pas la même. Peut-être que c'est le moment aussi de glisser que parfois la solution, et j'ai eu affaire à des entreprises qui étaient dans ce cas de figure, parfois la solution, c'est pas l'équivalent de véhicule dont vous disposez actuellement. Peut-être en allant regarder dans la gamme du dessus ou dans la gamme du dessous, vous allez trouver des choses qui répondront à vos besoins et qui sont compatibles avec la manière dont vous travaillez. Deuxième, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, paramètre, évidemment, tout ce qui est économique. Et dans l'économique, je glisse le coût du véhicule, parce que c'est quand même le gros morceau, mais je glisse aussi le coût de l'énergie. Je vous renvoie à mon calcul de tout à l'heure, là, les 6 euros des 100 km. Le coût de la maintenance aussi, qui a regardé, qui peut rentrer dans un arbitrage avec la location, par exemple, même si les formules sont pas très développées. Troisième paramètre, les conditions d'utilisation. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. J'en redétaille certains, mais parmi les premiers, il y a évidemment les distances que vous parcourez. Je décline en deux versions, les distances parcourues par jour, les distances parcourues par année. Et c'est pas la même chose qui se cache derrière. La distance parcourue par jour est un paramètre important parce que si vous roulez en général 50, 60, 70, 100 km, les véhicules électriques vont bien convenir. Si vous faites des journées où vous êtes amené régulièrement à faire 300 ou 400, c'est pas du tout la même donne. Avec un facteur aggravant ou un facteur pénible, c'est le cas où vous faites plutôt 70, 80 ou 100 km par jour, mais vous pouvez être amené une fois, 2 fois dans le mois à traverser la région pour aller prendre des chantiers très loin, je sais pas, en station ou ailleurs. Et ce jour-là, vous faites 500 km et évidemment, le véhicule ne sait pas faire ça. Donc, enfin, évidemment. Aujourd'hui, le marché ne sait pas répondre à ça. Demain, sans doute, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc à avoir en tête, évidemment. Je mets distance parcourue par an pour une autre raison. Comme aujourd'hui encore, on économise des euros en exploitation en roulant avec le véhicule, il y a une équation qui se met en place qui est que vous allez payer le véhicule plus cher au départ, mais que vous allez récupérer
à force de l'utiliser, le surcoût du véhicule sous forme d'économie d'énergie en roulant. Et donc, on arrive là à la quadrature du véhicule électrique. Son autonomie le limite dans ses usages, donc il faut être attentif à pas trop rouler pour recourir à ces solutions-là. Mais dans le même temps, là où il est économiquement le plus performant, c'est si vous roulez énormément, puisque le kilomètre parcouru vous génère de l'économie par rapport au diesel. Donc, le meilleur cas, c'est parmi vous, ceux qui ont des parcours très réguliers, sans besoin exceptionnel à plusieurs centaines de kilomètres, réguliers, mais forts, mais quand même inférieurs à l'autonomie du véhicule, où là, on est vraiment dans la case où il y a un domaine de pertinence qui marche très très bien. C'est pas le seul, bien évidemment, mais c'est un peu le cas idéal. Comme vous le comprenez, du coup, il est subtil, hein, il est resserré. Je mets d'autres éléments. Le rayon d'intervention, c'est en lien avec ce que je disais sur les parcours qui peuvent être occasionnellement très élevés. Charge et poids embarqués, c'est important et j'y reviens derrière. Les fourgons électriques, les fourgons et fourgonnettes électriques ont des charges utiles affichées qui sont plutôt plus faibles que celles des véhicules diesel. Et donc, si vous roulez lourd, si vous transportez du matériel, si vous avez aménagé la caisse du fourgon derrière en rajoutant du poids, euh, le véhicule électrique n'est pas forcément éliminé pour ce type d'usage. Simplement, il faut être attentif à ce que vous permet sa carte grise en termes de charge embarquée. Besoin de tracter, j'y reviens derrière également. Une partie des véhicules électriques du marché le permettent, mais ce n'est pas le cas de tous, loin de là. Donc c'est à vérifier de très près si vous tractez des remorques, que fasse moins de 750 ou pire, plus de 750 kg, parce que tous les véhicules ne sauront pas répondre à ça. Et il y a en bas de la diapo un élément sur la météo. Je mets derrière surtout le froid. Parce que le froid, bon, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une partie d'entre vous qui travaille peut-être dans des régions où les températures baissent en hiver, beaucoup. Ça a été le cas il y a une semaine. Et ça dégrade la capacité de la batterie, enfin, ça dégrade l'autonomie de la batterie. Je poursuis ma rosace. Je suis à la faculté à recharger la batterie de manière évidente et j'y reviens de manière détaillée dans les questions à se poser. C'est un paramètre majeur. Est-ce que vous serez en mesure ou pas de charger le véhicule? Ça va sans dire. Et le dernier point de la rosace, puisque j'ai enchaîné avec les questions, est-ce que les réglementations locales vous poussent à recourir à ces véhicules électriques? Et on fera le point sur les ZFE en vie ou en projet sur la région tout à l'heure. J'avance parce qu'évidemment, je bavasse et l'heure tourne. Voici le détail des questions qui reprennent en partie ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous êtes obligé de passer à l'électrique? Dans le cas général, plutôt non quand même. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, la démarche vient beaucoup d'autres éléments de votre part. Peut venir aussi de vrais avantages de l'électrique, économiques ou de confort d'usage. C'est essentiellement les ZFE qui vont vous dire que vous êtes obligé et les autres obligations arrivent beaucoup plus tard. Combien puis-je investir dans un nouveau véhicule? De manière évidente, même si vous récupérez une partie du surcoût du véhicule dans le coût de l'énergie, il y a quand même un chèque à faire au départ pour l'acquérir. Donc la question va se poser en termes de capacité d'investissement, en sachant que le deuxième point que je vous mets dans les éléments de réponse, il y a un marché de l'occasion sur le véhicule électrique, il n'est pas inexistant, enfin, soyons clairs, il est encore très peu fourni, comme je vous l'explique. Le modèle de véhicule, je vous en ai dit un mot. Évidemment, le premier réflexe consiste à regarder quel véhicule le marché propose dans la gamme de ce que vous utilisez aujourd'hui. Vous pouvez aller regarder ailleurs. Le marché est assez fourni, hein, ma diapo vous le montrera derrière. Vous avez le choix parfois sur des caractéristiques, sur des autonomies, sur des capacités de batterie. Donc, vous pouvez aller regarder ça dans le détail et puis faire un choix dans le marché en fonction de ce que vous trouvez. L'avant-dernière question et la dernière question nous parlent toutes les deux de la même chose. Comment allez-vous pouvoir charger? Mon conseil, mon inclinaison naturelle, mais aussi la politique de certaines collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes nous disent que l'idéal, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes
de confort d'usage au quotidien, que ce soit en termes de sollicitation du réseau électrique, l'air de rien, ce n'est pas neutre, et donc de sécurité d'approvisionnement. L'idéal, donc, c'est plutôt de recharger la nuit très longtemps sur faible puissance, y compris donc prise domestique, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pas toujours possible, bien évidemment, mais le plus vous pourrez vous orienter vers cette solution-là, le mieux ce sera. Ma dernière question, du coup, sur cette diapo, parce que j'ai une autre diapo de questions, c'est le plan B, d'une certaine manière, la solution alternative. Est-ce que vous pouvez mettre une borne sur le site de l'entreprise qui peut être une bonne solution de secours, qui marche toutefois si dans votre activité, vous êtes amené, alors, soit à laisser le véhicule sur le site de l'entreprise, dans ce cas-là très bien, la nuit je veux dire, soit à vous y arrêter suffisamment longtemps pour que la charge soit suffisante. La deuxième série de questions, la première ici, là, dans la diapo, c'est pour le coup vraiment le scénario du pire. Vous pouvez pas vous charger chez vous, vous pouvez pas vous charger sur le site de l'entreprise. Admettons dans ce cas-là que vous cherchez quand même à passer à l'électrique, et il vous restera un réseau de bornes publiques ou alors un réseau de bornes qui serait mis à disposition par les entreprises ou les gens chez qui vous faites des chantiers. C'est quand même une solution qui est aujourd'hui encore un réseau de bornes publiques très fragile, hein, donc qui n'est pas sécurisante et quand même plutôt pas favorable. Les questions qui suivent, est-ce que je parcours distance importante? Est-ce que j'ai gardé mon véhicule longtemps? Distance importante, j'en ai parlé, ça va nous dicter le modèle économique et ça va nous dicter la faisabilité technique. Est-ce que je garde mon véhicule longtemps? Question qui n'est pas si anodine que ça. La réalité, c'est que plus vous conservez le véhicule longtemps, plus vous allez rouler avec et mieux le bilan économique se portera, avec toutefois une alerte. Aujourd'hui encore, et vu la relative jeunesse de ce marché-là, on ne sait pas encore précisément quelle est la tenue dans le temps des batteries parce que leur performance se dégrade un peu avec le temps. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Il faut l'avoir en tête parce que si votre batterie rend l'âme au bout de quelques années d'utilisation, quelques dizaines, centaines de milliers de kilomètres, le changement de la batterie, c'est une opération qui est très coûteuse puisque c'est le gros poste de coût du véhicule électrique. Les kilométrages importants sur la journée, j'en ai parlé. Est-ce que je roule chargé? Je vous en ai parlé. Dernier point quand même sur la diapo sur lequel je m'arrête une seconde ou deux. Assurez-vous aussi que votre réseau SAV est capable de prendre votre véhicule en charge une fois que vous l'avez acheté. Tous les garages ne le savent pas forcément. Il faut des habilitations, excusez-moi, pour la prise en charge de ces véhicules-là. Bon, qui vont être sous garantie évidemment pendant les premiers mois de leur vie, mais n'empêche, c'est quand même un sujet auquel il faut être attentif. Un mot sur le marché. Je vous ai fait une diapositive que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser par le passé et en préparant la séance du jour, eh bien, je l'ai actualisée et c'est intéressant de constater que j'ai dû rajouter beaucoup de petites coches vertes. Là où il y a seulement quelques mois, j'avais encore des zones blanches dans ma diapo. Aujourd'hui, j'ai des coches vertes quasiment partout. Les constructeurs nationaux et extranationaux ont des offres en électrique dans les trois gabarits. C'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, hein, les trois gabarits, mes silhouettes vous parlent de Kangoo à gauche, de Trafic au milieu et puis de Master à droite et de la déclinaison châssis cabine du Master tout à droite. Enfin, je suis chez Renault, mais ça marche évidemment chez tout le monde. Et dans tous ces profils de silhouettes, on va trouver des offres électriques, à part dans certains cas un peu particuliers. Alors ceux qui n'ont pas d'utilitaire dans tous les profils, et puis vous voyez Nissan ou Volkswagen qui sont encore centrés sur un seul de leurs modèles. Chez les autres, on trouve, et je vous ai mis, je ne sais pas si vous identifiez le logo qui est tout en bas, c'est une marque qui s'appelle Maxus, et je l'ai mise, en réalité ils ne sont pas distribués en France, mais je trouvais intéressant quand même d'en dire un mot. C'est un constructeur chinois de voitures et d'utilitaires d'ailleurs, et qui commence à s'implanter sur le sol européen, comme le font des constructeurs en voiture. Et si on devait faire une prédiction pas très risquée, ce serait que probablement des offres de ce type
comme on l'observe en voiture depuis quelques mois, vont arriver de plus en plus. Et donc, Maxus propose un petit et un gros utilitaire, les Discover 3 et 9 respectivement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, et si jamais certains d'entre vous utilisent ce genre de véhicule, ils ont également un pick-up électrique. Bon, ils distribuent sur la Belgique et le Luxembourg pour l'instant, mais gageons que d'ici quelques mois, on va trouver des utilitaires électriques chinois. Et parenthèse toujours sur le chinois, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ils sont pas forcément moins chers que les autres, mais c'est de nouveaux entrants sur le marché. J'aperçois une question sur la garantie des batteries. Euh, je ne sais pas répondre de manière certaine à la question. Je dirais 3 à 5 ans suivant les constructeurs, mais ce serait à revérifier pour le coup sur ce point-là. Caractéristiques des véhicules, je reviens à ce que j'ai là pour donner quelques éléments détaillés en écho à ce que j'ai dit précédemment. Autonomie, intéressant. Enfin, deux choses. La première, c'est que les autonomies ont progressé quand même ces dernières années. Euh, Là où le Master ZE de l'époque, qui s'appelle plus ZE, affichait parmi les premiers 100 et quelques kilomètres d'autonomie, aujourd'hui, beaucoup de constructeurs affichent, parce que l'autonomie est quand même théorique, mais affiche des autonomies supérieures à 300. Et autre élément remarquable, plusieurs constructeurs proposent les véhicules dans 2 ou plus d'ailleurs versions de batterie, ce qui permet, moyennant dépenses, puisque les véhicules sont plus coûteux, mais ce qui permet d'opter pour un véhicule avec une autonomie plus importante si on en a besoin. Deuxième point, j'en ai dit un mot tout à l'heure sur la capacité à tracter. Là, le marché propose de tout. Il y a des véhicules qui ne savent pas tracter. Bah, c'est le cas du e-tech, là en l'occurrence le Master, qui ne propose pas ça. Et il y a d'autres modèles qui peuvent tracter 750 kg, qui peuvent tracter même plus de 750. Donc là, pour le coup, c'est à regarder au cas par cas chez les différents constructeurs ce qu'il est possible de faire. Charge utile, j'en ai dit un mot également plus tôt. Les constructeurs s'efforcent de proposer des véhicules dont les charges utiles se rapprochent de celles du diesel, mais enfin, ils sont pénalisés par un problème bêtement physique, c'est que les batteries sont lourdes, donc à poids total équivalent, le véhicule électrique est spontanément quand même moins capable d'embarquer du poids que son homologue diesel. Donc regardez bien ça, la différence se joue quand même sur vite quelques centaines de kilos, donc c'est absolument pas neutre. Et donc je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, si vous transportez du matériel, si vous transportez des équipements, si votre fourgon est aménagé, ça peut être pénalisant. J'ai glissé un mot pour dire que le code de la route avait prévu ce cas de figure et propose aux constructeurs de vendre leurs véhicules avec une carte grise à plus de 3,5 tonnes. Jusqu'à 5,5 tonnes si je ne dis pas de bêtises, mais c'est contraignant parce que le véhicule peut être conduit avec un permis B, mais vient avec des contraintes d'usage, dont notamment la limitation à 90 sur autoroute applicable aux poids lourds. Donc si vous trouvez ça, ça vous dégage de la charge utile, mais ça vient quand même avec des contraintes. Je voulais vous dire aussi un mot, avant de basculer sur les réglementations et les aides, du rétrofit dont vous avez peut-être entendu parler. Le rétrofit consiste à poser toute la partie motorisation d'un véhicule en conservant son châssis et sa carrosserie pour remplacer la partie thermique par un pack de batterie et un moteur électrique. C'est une opération qui n'est pas très développée encore aujourd'hui, mais qui arrive et qui a de vraies vertus. Vous permet de rouler à l'électrique avec tous les avantages de l'électrique sur son confort d'usage et puis sur sa compatibilité réglementaire avec les ZFE, pour un prix qui est quand même moins élevé que le neuf, bien évidemment, heureusement, d'une certaine manière. Ça reste coûteux en ordre de grandeur. Il faut que vous ayez entre 25 et 30 000 le rétrofit d'un fourgon. Donc c'est élevé, mais moins élevé que le coût du véhicule neuf qui peut atteindre 60, 70 ou 80 000. Je me place ici dans la gamme des plus gros fourgons en termes d'ordre de grandeur de prix. Les limites de cet exercice-là, bon, la première, c'est que c'est pas évident à faire puisque c'est pas très développé et les modèles qui ouvrent droit à rétrofit sont encore peu nombreux, ou plus exactement d'ailleurs les opérateurs qui savent le faire.
La deuxième limite, c'est que ça s'apprécie dans le temps pour que le rétrofit ait un sens et une pertinence. Vous avez quand même plutôt intérêt et vous placez dans la perspective de conserver le véhicule plus longtemps que ce que vous aviez imaginé sur sa version diesel avant de le remplacer. Donc la question du rétrofit, ça devient un peu la question de est-ce que au lieu de garder mon fourgon 10 ans, je peux raisonnablement le garder 13, 14 ou 15 ans? Est-ce que ça marche toujours, sachant qu'évidemment, pendant ce temps-là, l'aménagement intérieur vieillit, les équipements n'ont pas bougé, le châssis vieillit aussi, des éléments de ce type-là. Donc ça se regarde aussi sous cet angle-là. Euh, le ticket d'entrée de l'électrique avec le rétrofit est moins élevé. C'est une opération qui ne va pas de soi quand même. Je vous ai glissé un mot là en bas de la diapo sur une alternative originale au rétrofit. J'ai testé un utilitaire, c'était un jumper en l'occurrence le Citroën. J'ai eu l'occasion de tester un jumper dont l'aménageur avait conservé le moteur diesel et lui rajoutait des moteurs électriques dans les roues pour en faire un véhicule hybride pour le coup, électrique-diesel, avec la possibilité pour le conducteur de commuter entre diesel et électrique. Et le fonctionnement électrique était tout à fait convaincant. Donc les industriels du marché poussent et recherchent sur ces sujets-là. 3 mots sur les zones à faibles émissions et puis 3 mots sur les aides avant de terminer. Voici une belle carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les ZFE en vie ou à l'étude. S'il fallait dire un seul mot là-dessus, ce serait pour vous dire que le contexte national, ça vous a peut-être pas échappé, a bougé au mois de juillet dernier, puisque jusqu'à juillet dernier, beaucoup d'agglomérations, les plus grandes, étaient placées dans l'obligation à 2025 d'instaurer des ZFE avec un calendrier de restriction qui était calé par l'État. Cette règle a été assez largement assouplie. En Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a que Lyon en fait qui est maintenu dans le dispositif initial. Les autres ne le sont plus, donc il n'y a pas d'obligation forte. Il reste une obligation, mais elle est plus aussi forte que précédemment, à mettre en place des ZFE. Donc vous les avez à l'écran. Je reviens, j'ai l'occasion régulièrement de dire ça, mais enfin quand même, ça vaut le coup de le repréciser. C'est mon point d'exclamation à gauche. ZFE, ça n'est pas nécessairement interdiction du diesel. C'est une des modalités de la ZFE, mais il y a beaucoup d'agglomérations, il y en a une à l'écran, là je le sais très bien puisque je travaille avec eux, qui réfléchissent à des ZFE où on interdit les vignettes 4 ou 5, là je remets le barème derrière, mais pas plus que ça, et donc si parmi vous, vous roulez avec un diesel qui a même 10 ans aujourd'hui, il passera largement dans une ZFE de ce type-là. Ce visuel, pour vous rappeler ce que c'est que la classification critère, mais je suppose que vous connaissez ça. J'avais mis quelques éléments sur les petites subtilités. Le fait que les véhicules essence, ça concerne surtout les plus petits, pour les utilitaires, les partenaires et Berlingo, par exemple, pour changer un peu de Renault, ont droit pour les essences à la vignette 1, pour les plus récents. Les gaz ont le droit à la vignette 1 également. Et puis le mot attention arnaque pour dire que certains escrocs proposent en ligne de vous vendre une vignette critère pour 50 euros, 60 euros, je ne sais pas combien. La réalité, c'est que le prix il est fixé par l'État, c'est 3 euros et quelques, et vous pouvez commander la vignette en ligne et surtout faites attention à ce type d'escroquerie. Même si en l'occurrence, la vignette que vous recevez, c'est la vraie. La question n'est pas là, mais vous l'auriez payé donc 20 fois trop cher. Dernier mot avant d'arrêter. Pour ce qui me concerne, il existe des aides. Je ne l'ai pas dit ou alors je l'ai glissé, mais enfin quand même, je resitue un peu des ordres de grandeur, notamment pour les gros fourgons, parce que c'est là où les écarts de prix sont vraiment spectaculaires. Un gros fourgon, la fourchette de prix aujourd'hui, c'est entre 60 000 et 80 000 hors taxes euros. En électrique, je vous laisse rapprocher ça du prix que vous payez pour un équivalent diesel. Donc, il y a un ticket d'entrée à l'électrique. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'aides ont été mises en place. Je vous en mets 2 ici. Le bonus écologique est applicable aux utilitaires comme il l'est aux voitures avec d'autres barèmes. Je vous mets le barème connu aujourd'hui, 4 000 euros pour une personne morale. Ici, c'est entreprise, ce que j'ai écrit ici.
Il est attendu à la baisse à partir du 1er janvier 2024, voilà, dans 3 semaines. Et le bonus écologique, dans le cas général, est défalqué du prix de vente par votre concessionnaire. Vous n'aurez pas de démarche particulière. Et deuxième aide que j'ai cité, la prime à la conversion, si vous avez un vieil utilitaire, un très vieil utilitaire, même vu la date, et vous le mettez à la casse, vous pouvez vous appuyer sur la mise à la casse du véhicule pour prétendre à une aide dont le montant est pour le coup significatif, et le barème un peu curieux pour la parenthèse, mais vous toucherez entre 7 000 et 9 000 euros, puisque le 5 000 n'existe pas vraiment, pour la mise à la casse d'un véhicule et l'achat d'un véhicule électrique pour le remplacer. Dernier mot, en bas, il y a en plus de ça, puisque les deux premières, là, c'est national, il existe localement des aides, notamment à Lyon et Grenoble, mais pas uniquement en l'occurrence. Voilà pour ma partie. Je m'étais visé moi le quart, il est moi le quart. Merci oui, les aides beaucoup, sont cumulables. Jean-Baptiste. Je réponds à les aides sont cumulables, les 3, locales et les 2 nationales. Donc, juste pour conclure sur les aides, il faut savoir que nous, jusqu'à la fin de l'année, le réseau Chambre de métier a un partenariat avec la Banque Populaire et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour vous proposer un financement de votre véhicule à 20%. Enfin, 20% du financement du véhicule peut être pris à taux zéro. Voilà, c'est un partenariat qui existe jusqu'à la fin 2023, on en est certain. Donc, je sais, c'est très court, mais on espère qu'il va être reconduit sur 2024 et les années suivantes. Donc, si jamais vous avez des projets, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à revenir vers votre conseiller chambre de métier pour voir si ce dispositif il est toujours mobilisable pour vous. Ça peut faire un plus et c'est cumulable avec toutes ces aides que vient de citer Jean-Baptiste. Autre aide qu'on peut vous proposer, c'est que on peut vous accompagner pour répondre à toutes les questions que Jean-Baptiste a citées tout à l'heure, pour vous aider à prendre votre décision. Alors bien sûr, vous savez le faire tout seul, mais peut-être que des fois, un regard extérieur avec des questions qui vont faire un petit peu poil à gratter, etc., ça peut vous accompagner et vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur votre réflexion et de prendre une décision surtout en bonne et due forme, en ayant en tête tous les avantages ou les inconvénients du changement de véhicule. Donc ça, c'est par rapport à la mobilité en elle-même. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille aussi sur tout ce qui est transition écologique. Donc, on peut vous accompagner aussi sur d'autres thématiques, l'énergie, la prévention des déchets, l'eau, etc. Et tout ça, c'est des accompagnements, hein, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est tous des accompagnements qui sont pris en charge à 100% par la Chambre de métier et par notre partenaire ADEME. Donc, il n'y a pas de reste à charge pour vous pour l'instant. Donc, ça vaut le coup d'en profiter. On est 23 conseillers sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à pouvoir répondre à ces questions sur tout ce qui est transition écologique ou la mobilité. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que je veux vous laisser un petit peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Et je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont apparues dans le chat, pardon. Alors, on va commencer par les premières. Les aides sont-elles cumulables? Jean-Baptiste a déjà répondu. Ça, Qui donne les aides locales? Alors, les aides locales, ce sont les collectivités. Donc, à Grenoble, c'est Grenoble-Alpes Métropole. À Lyon, c'est la métropole du Grand Lyon qui gère ces fonds-là. Et donc, c'est auprès d'eux qu'il faut faire les demandes. Et attention, par exemple, pour ce qui est de Grenoble de manière certaine et de Lyon, je suis pas certain, mais à vérifier, il faut adresser les demandes d'aide avant la commande du véhicule. Il faut adresser la demande d'aide sur présentation d'un devis. Votre dossier est instruit, vous obtenez la réponse et alors seulement vous pouvez passer la commande. Sinon, il vous bloque l'attribution de l'aide. Ça, c'est valable pour beaucoup d'aides publiques, hein. N'hésitez pas, si vous voulez mobiliser des aides publiques, vous pouvez faire des investissements à partir du moment où la demande a été déposée avant. Et des fois, après, vous pouvez prendre votre décision sans savoir si vous aurez l'aide ou pas. Mais en tout cas, il faut toujours déposer la demande avant pour toutes les aides publiques. Alors, on avait une question, la question de Monsieur Vauvy. Peut-on passer en charge comptable la charge du véhicule avec un compteur électrique dédié? Bah déjà, en fait, si vous avez un compteur électrique, ça passera en charge dans l'entreprise, à moins que vous ayez une situation particulière où vous ayez enfin, un compteur électrique partagé à plusieurs. Je pense Mais que la normalement, question, c'est sur une charge à domicile pour le coup. Mais ah, enfin, oui. je devine. Et auquel cas, oui, mais c'est presque le cas idéal d'ailleurs, en l'occurrence. Il est en train d'écrire, je vois.
Et oui. Ah oui. Donc oui, dans ce cas-là, je crois bien que ça marche. Allez, je suis pas 100% sûr, mais je dirais qu'effectivement ça marche. Et c'est le cas qui marche bien parce qu'il y a une question derrière qui est bien, qui gratte, comme tu as dit d'ailleurs, Sébastien, c'est celle de la recharge par un salarié à domicile, qui est qui est difficile juridiquement. Oui. Mais si on prend dans l'ordre, est-ce que toutes les aides sont gérées par le concessionnaire? Alors là, non, hein, pour le coup, c'est vraiment le bonus écologique qui est dans ce cas de figure-là, qui est le cas sympa pour l'entreprise. Pour le reste, pour le coup, c'est vous qui gérez, que ce soit l'aide locale ou la prime à la conversion. Alors après, la prime à la conversion, ça se traite en ligne sur le site gouvernemental. Et puis les aides locales, bah, suivant les cas de figure, c'est variable. Quelles sont les aides pour les bornes de recharge rapide? Je ne connais pas le détail. Je sais vous dire que ça existe. J'avoue que je suis surtout véhicule, mais je connais pas le détail. J'ai des ordres de grandeur de prix. Et puis, alors, pour le coup, évidemment, c'est pas la question qui est posée, mais ça me permet de glisser une alerte aussi sur le prix des bornes de recharge. Euh, bon, le prix d'une borne de recharge augmente avec sa puissance et sa capacité de charge. Ça, je pense que tout le monde l'imagine. Il faut être attentif au contexte dans lequel vous implantez ces bornes de recharge électrique. Dans certains cas, le raccordement à votre TGBT, le creusement d'une tranchée, le génie civil qui va avec, ça peut occasionner des frais. Alors ça dépend évidemment de la configuration des entreprises, mais il peut complètement arriver que la fourniture de la borne elle-même soit finalement minoritaire dans le coût final de l'installation. Donc, fait partie du sujet aussi. Auquel cas, l'aide pour la borne euh, perd aussi en proportion sur le poids du tout. Alors voilà, la question pénible. Enfin, non, pénible. Difficile en tout cas, la manière d'indemniser un salarié qui charge à domicile et qui, bien évidemment, dans ce cas-là, n'a pas de compteur dédié à la recharge de son véhicule. Le cas est pénible, mais il est prévu enfin, en tout cas, il a été travaillé. Euh, et parmi les options possibles, il y a se mettre d'accord avec le salarié sur la définition d'un forfait de recharge qui lui est reversé sous forme d'avantage en nature à la fiche de paye. Ça existe. Et si vous me donnez 3 minutes, je vais retrouver un doc qu'on avait produit là-dessus et dans lequel on avait versé ça. Une autre option qui est également possible, c'est que l'entreprise prenne en charge les travaux d'installation de la borne aux salariés du domicile, euh, ce qui, en passant soit dit, règle à la fois la question du coût de la charge et la question du prix du matériel, bien évidemment. Euh, mais là, forcément, je ne trouve pas ce que je cherche. Mes fameuses diapos sur les différents cas de figure. Mais ce cas-là est un peu délicat à gérer, évidemment. Après, Euh, si on a la réponse tout de suite, on pourra la transmettre aux oui, participants hein, par mail. Je peux vous envoyer une réponse par mail. là, Il y a oui, il y a une autre option. En fait, voilà, ça m'avait échappé, mais si le salarié est capable de le faire, il peut vous présenter le remboursement des charges électriques sur note de frais. Mais on retombe sur ce qu'on disait précédemment. Il faut dans ce cas-là, enfin, pour être capable d'isoler les frais, il lui faut un compteur dédié, là encore. Ou alors passer par une appréciation. Mais je me souviens d'ailleurs, avec la Chambre, il y a 2 ans en arrière, on avait déjà été confronté à ces questions-là. Et puis on avait dit, ah là là, le sujet est difficile. Puis vous voyez, le sujet est toujours aussi difficile. Il n'y a pas de solution géniale qui est sortie du chapeau depuis. Donc, c'est pas évident.
Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, vous pouvez répondre oui sur le fait d'être recontacté. Là, j'ai publié un petit sondage là-dessus. C'était pour le diagnostic, mais si vous avez des questions comme ça qui tournent autour de la mobilité, enfin ou d'autres, hein, vous pouvez demander à être recontacté. Ou si vous le faites pas aujourd'hui, vous avez toutes les coordonnées là sur la diapo qui s'affiche des chambres de métiers de la région pour avoir des réponses à ces questions-là. Voilà, si jamais aujourd'hui vous n'avez pas toutes les réponses ou il y a des questions qui viennent après, c'est souvent le cas quand on se pose sur le sujet. On est là pour ça et pour vous répondre. Et s'il faut, on s'appuiera sur Jean-Baptiste pour trouver les réponses les plus appropriées à vos questions et à vos situations. Et ben, s'il n'y a plus d'autres questions, Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, Sébastien, je vois. j'étais en train de rebasculer sur le chat. Il y a une question qui doit arriver là. La question, du coup, tout le monde l'a vu, je devine. Est-ce qu'il vaut mieux prendre le véhicule au nom de l'entreprise ou en son nom propre? C'est ouais. Les... C'est une question de charge. Je pense que ça, ça peut être tranché aussi avec le comptable, mais Il y ouais. a... J'ai un élément de réponse. Ok, je vais vous faire un aveu. Il y a une aide que j'ai pas citée parce qu'elle est un peu pénible, mais allez, je prends 3 des 5 minutes qui nous restent pour vous exposer un autre dispositif hein, qui est pas cité. Et les véhicules électriques sont éligibles à, enfin, c'est pas les seuls équipements d'ailleurs, au suramortissement comptable, alors qui pour le coup est purement entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez déclarer comptablement plus que la valeur de votre véhicule en amortissement. Et donc, mécaniquement, ça, sur 5 années, et mécaniquement, ça réduit donc votre bénéfice pour ceux parmi vous, je vous le souhaite, qui en réalisent. Et donc, si ça réduit le bénéfice, ça réduit votre impôt sur les sociétés. Donc, c'est pas un système d'aide directe, c'est pour ça qu'on l'a pas mis dedans, mais ça, c'est une partie du coût du véhicule qui vous revient ou que vous ne dépensez pas, plus exactement, sous forme d'impôt sur les sociétés. Et ça, bien évidemment, par construction, c'est éligible uniquement pour des entreprises, hein, pour des personnes morales. On a une dernière question. Est-ce qu'il vaut mieux louer les batteries ou les acheter? Alors, de toute façon, cette question-là, en fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux louer, mais les constructeurs ont répondu à votre place. Je ne sais pas si vous en avez la mémoire, mais Ah, Renault, c'est les véhicules, pardon. ah les véhicules. Alors c'est pour les véhicules, la question se pose, mais pour faire la parenthèse sur les batteries, Renault, qui est encore une fois un des premiers à être arrivé sur le marché des utilitaires en élec, puis voiture aussi d'ailleurs, louait via sa filiale Diac les batteries avec une promesse de remplacement si la batterie perdait trop en performance. Et ce système a disparu en réalité et aujourd'hui, Renault, comme les autres, vendent le véhicule et la batterie. Donc en fait, l'option de louer la batterie, qui moi me séduirait, par exemple, n'est pas tellement possible. Après, la question de la location du véhicule entier, pour le coup, peut se poser. Les grands loueurs de la place en ont, en formule LLD ou leasing. Les tarifs sont hyper élevés, les mensualités. Donc ça s'apprécie ça s'apprécie finement quand même. Euh, le sujet derrière, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur la tenue dans le temps de ces véhicules-là. Donc le loueur, évidemment, se préserve en partie en fabriquant un loyer qui l'expose pas trop, en tous les cas. Euh, donc à regarder, mais vous aurez vraisemblablement intérêt financièrement à amortir le véhicule et à le conserver assez longtemps. Euh,
Mais bon, j'élimine pas la location, hein. La question est pas là, qui peut avoir au moins la vertu d'essayer le véhicule sans engagement majeur dans le temps, mais elle aura un coût, attention. Bah, je vois que l'heure s'approche et avant que qu'on soit tous éjectés, il me reste plus qu'à tous vous remercier d'avoir participé. Vous recevrez bientôt un lien pour pouvoir revoir en replay tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers la chambre de métier locale pour avoir des compléments d'information. Et on fera l'intermédiaire avec Jean-Baptiste pour répondre à toutes vos questions. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, puis encore une fois, merci. Et puis, peut-être à bientôt sur d'autres webinaires et sur d'autres thématiques. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.